Donc, le CRIPS, en quelques mots, c'est le Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes. C'est une association qui est aussi un organisme associé de la région de France qui a été créé en 88, donc il y a quelques années maintenant. Le CRIPS s'agit dans deux domaines principaux qui sont la santé des jeunes et la lutte contre le VIH-Sida, avec un fil rouge, je dirais une transversalité autour de la lutte contre les discriminations. Et maintenant, je vais laisser Vincent évoquer d'une part le comité des familles et d'autre part DMC Action SIDA. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Vincent, je suis le coordinateur du pôle prévention en santé sexuelle pour l'association, donc le Comité des familles, une association qui propose un accompagnement pour les personnes qui vivent avec le VIH sur les différents champs de la santé. Et un autre axe de travail, c'est donc la prévention, la sensibilisation auprès du grand public sur le VIH, mais sur la santé sexuelle de manière plus globale, à travers différentes actions, donc notamment des actions de dépistage et des actions de témoignage, dont un témoignage que vous verrez aujourd'hui en fin de séance avec le témoignage justement de Yannick Salès, qui est donc le président de l'association DMC Action SIDA, qui elle aussi réalise de la prévention principalement auprès d'un public jeune dans différents établissements. Et donc Yannick, qui est, comme le disais, le président, est aussi une personne donc, vivant avec le VIH et vous partagera son témoignage en fin de séance. Merci beaucoup. Alors, sur les objectifs de cette 1h30 qui sont, sur lesquels on va échanger, donc c'est évidemment un webinaire qui est centré sur la lutte contre le VIH-Sida. Pourquoi on a choisi ce thème-là? Bah, vous le savez aussi bien que nous, hein, la lutte contre le VIH-Sida, elle a 40 ans. Et c'est une lutte qui est extrêmement mouvante, dans le bon sens du terme, puisqu'il y a il y a des grands progrès qui ont été faits ces dernières années, enfin depuis, et grâce à la mobilisation de toutes et tous, notamment les associations, notamment les personnes concernées. Et les progrès sont assez forts pour dire oui, nous pouvons mettre fin au VIH-Sida d'ici 2030. Bien évidemment, tout ça suppose euh, des étapes et suppose des réalisations et un certain volontarisme. Donc l'idée, avec Vincent et avec Yannick, on voulait revenir pendant ces 1h30 sur d'une part les bases du VIH, les outils de prévention, mais de présenter aussi surtout les victoires, c'est-à-dire notamment que ce soit sur les outils de prévention, que ça soit sur la vie avec le VIH, que ça soit sur la lutte contre la discrimination, mais aussi plus largement bah, sur tout ce qui nous reste à faire. Et donc, c'est quelques jours avant le site d'action, parce que le site d'action est dans 15 jours à peu près. L'idée, c'était de faire un point un peu sur tout ça et d'échanger avec vous, de vous montrer ce qui nous reste ce qui pour nous, en tout cas, nous reste à faire. Alors, il est bien évident qu'en 1h30, on a dû faire des choix. Donc, malheureusement, bah, on ne pourra pas tout traiter. Bon, donc on a fait des fois cornéliens, mais c'est comme ça. Donc voici un peu le sommaire de ces 1h30 passées ensemble, qui vont être autour de l'accessibilité des outils de prévention, sur le défi que constitue l'éducation à la sexualité, sur le défi immense que constitue et que continue d'être aussi la lutte contre la sérophobie et plus largement les discriminations. Évidemment aussi, on va parler des victoires qu'on a pu avoir et des choses qui nous restent sur lesquelles il nous reste à œuvrer. Et bien évidemment, le témoignage de Yannick va nous mettre en perspective euh, des années de VIH, voir ce qui a marché sur ce sur quoi il faut encore travailler et sur lesquels nous travaillons toutes et tous. Euh, Juste quelques chiffres. Parce que ça nous permet un peu voilà, de situer un petit peu les choses. Aujourd'hui, alors on ne va pas faire une longue liste de chiffres parce qu'on pourrait y passer très longtemps. Pour celles et ceux qui veulent vraiment avoir des chiffres très précis, je vous renvoie au site de Santé publique France et donc au BEH, où il y a vraiment toutes les données et on remercie encore Santé publique France de nous fournir tous ces chiffres-là qui sont extrêmement intéressants pour le pilotage des actions. Aujourd'hui en France, c'est à peu près 5000 contaminations par an pour 200 000 personnes qui vivent avec le VIH en France. Juste une petite parenthèse, on ne parlera pas, ça faisait partie des choix, de santé mondiale, donc on restera sur un contexte France.
Euh, sur les personnes contaminées, enfin en tout cas qui découvrent leur séropositivité, alors c'est souvent un sujet d'étonnement. Donc 14% sont des jeunes de moins de 25 ans, mais presque un quart, donc 22%, sont des personnes de plus de 50 ans. Donc on a en effet près d'un quart des découvertes de séropositivité qui sont chez les plus de 50 ans. Euh, de même, un des gros chantiers, donc c'est le premier chiffre qui est sur votre gauche, c'est évidemment le dépistage, puisqu'il y a à peu près un tiers des personnes qui découvrent leur séropositivité à un stade avancé de l'infection, ce qui constitue, on le verra, une perte de chance au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, puisque la contamination va continuer faute de traitement, faute de prise de traitement. Euh, on a voulu aussi mettre ce chiffre de 63% qui est sur votre droite, sur l'écran, pour ne pas oublier que le VIH, c'est aussi des personnes. C'est pas seulement des chiffres désincarnés. Et c'est pour montrer aussi que l'évolution de l'image de la maladie, ben, on a du mal. On a un peu de mal à la faire progresser. Et en fait, on compte sur vous, sur nous, pour casser l'image de la maladie, pour parler des enjeux, pour parler des progrès, et donc pour permettre aux personnes bah, de vivre comme n'importe qui. Et c'est pour ça que ce chiffre de 63% des personnes considèrent la séropositivité comme un critère important pour se lancer ou non dans une relation sentimentale. Pour nous, c'était assez parlant et on parlera, je pense, dans la suite du webinaire, parce que ça constitue une forme de discrimination et donc une forme d'ignorance des enjeux et des progrès. Alors, parlons des bonnes choses, parce qu'il y a quand même des très bonnes choses dans notre VIH-Sida, et grâce au volontarisme et à l'engagement des acteurs, on est arrivé aujourd'hui à faire en sorte que la prévention, elle ne soit pas uniquement centrée sur le préservatif. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que le préservatif n'est pas bien, bien évidemment, c'est pas ce que je voulais dire. Mais la prévention, elle est sur mesure aujourd'hui. Elle est diversifiée parce qu'elle est composée de nombreux outils. Donc là, on s'est permis d'ailleurs de prendre l'image, je crois, à aide. Donc cette prévention est composée de nombreux outils que vous voyez sur votre gauche. Euh, pour permettre, alors il n'y a pas de hiérarchie comme vous voyez entre ces outils. Ces outils sont apprendre par les personnes en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs envies, en fonction aussi des temporalités. En fait, ce qui est très chouette aujourd'hui avec la prévention, c'est du sur-mesure. Alors malheureusement, on va le voir, et là je mets tout de suite un bémol à ces bonnes nouvelles, c'est pas parce que ces outils existent qu'ils sont inconnus et deux appropriés. Aujourd'hui, on a les stats du sondage CRIPS qui dit que 65% des personnes pensent que l'unique outil de prévention, c'est le préservatif. Ce qui veut dire que beaucoup de personnes ne savent même pas que certaines choses existent et donc ne peuvent pas se l'approprier. Donc c'est vraiment un défi. Si on doit parler de défi, c'est celui de l'information de toutes et tous, que ce soit les personnes les plus exposées, mais aussi du grand public. Alors l'idée, en quelques mots et sans alourdir le propos, mais l'idée c'est un peu de vous présenter les différents moyens de prévention que donc vous retrouvez sur votre gauche, là sur cet écran. Alors l'idée c'est qu'on les a mis, il n'y a pas d'ordre hiérarchique, encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie entre les moyens de prévention, ça on insiste beaucoup dessus, mais c'est un message qui est important. Alors, les préservatifs, on a eu des très bonnes nouvelles, puisque, bon, vous le savez, il y a plusieurs types de préservatifs, internes et externes. Alors, on a mis entre parenthèses dit féminin et dit masculin. Alors, on n'utilise pas cette dénomination, mais ça permet de, enfin, voilà, de plus montrer ce que c'est, mais on vraiment privilégie ensemble le mot interne et externe. Euh, donc, il y en a plusieurs tailles, plusieurs formes, etc. Donc, pas de souci par rapport à ça. Et les nouvelles qu'on a eues ces dernières années étaient quand même extrêmement bonnes là-dessus, sur l'accessibilité, puisque maintenant, le préservatif peut être prescrit. Donc, ça, c'est plutôt très intéressant. Et donc, remboursé via ordonnance. Et surtout, le préservatif externe et depuis quelques semaines interne est gratuit pour les moins de 26 ans. Alors, c'est certaines marques, mais bon, c'est une excellente nouvelle au niveau de l'accessibilité. Le TPE. Alors, le TPE, c'est le traitement d'urgence. C'est un traitement d'urgence. Ça s'appelle le traitement post-exposition. En gros, c'est un dispositif qui est assez mal connu, malheureusement, mais ça permet à une personne séronégative, donc qui a été exposée au VIH, de prendre en fait un traitement antirétroviral pendant 30 jours et ainsi d'éviter, excusez-moi, une contamination au VIH. Au niveau des délais, il faut les prendre grand maximum dans les 48 heures. Alors, ce qui est intéressant avec le TPE, c'est d'une part, il est gratuit
toutes les urgences des hôpitaux. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler. Et surtout, il y a une étude qui est en cours pour permettre au traitement post-exposition d'être ouvert par des associations communautaires. Voilà, donc l'étude est en cours, hein, donc on n'a pas encore évidemment les résultats, mais ça peut être une évolution qui peut être extrêmement favorable aux personnes, parce que bien évidemment, il faut voir le traitement post-exposition aussi bien lié à l'activité sexuelle, mais lié aussi aux violences de genre. C'est important. Et le TPE peut être aussi le moment ou peut être le moment d'un dialogue, d'un échange plus autre que sur le TPE, et ce qui permet de travailler notamment le TPE en lien avec la PrEP qu'on va voir juste après. La RDR, donc alors j'aurais dû rajouter RDRD, je m'en excuse, puisque réduction des risques en direction des usagers de drogue. Donc là, bah, la RDR, c'est très simple, hein, c'est une de nos plus grandes réussites au niveau sanitaire et social. Euh, c'est en fait la mise à disposition d'une palette d'outils, donc matériel stérile, traitement de substitution, etc., etc. Évidemment, salle de consommation à moindre risque, slash halte soins addiction. Euh, alors, la bonne nouvelle qu'on a eue, et ça, c'était une victoire des associations, la bonne nouvelle qu'on a eue il y a quelques années, c'était de voir la RDR introduite dans la loi de santé publique. Donc, de cette manière, d'être un peu protégé. Et ça, c'était plutôt très intéressant. Mais on a toujours des marges fortes d'amélioration. Je pense notamment au milieu carcéral, où la RDR est plus ou moins absente. Voilà, voilà. Pour l'instant, en tout cas, c'est une marge très, très forte d'amélioration. Et aussi, évidemment, tous les débats autour des études, autour des salles de consommation à moindre risque, donc halte soins addiction. Là, vous avez vu, par exemple, l'actualité sur Marseille, où la salle soit est arrêtée, soit à tout plomb dans l'aile. Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, on vous renvoie vers les études de l'INSERM, bon, qui prouve évidemment l'efficacité de ce type de dispositif. Donc pour celles et ceux qui en veulent vraiment en savoir plus de manière scientifique, il y a tout ce qu'il faut sur le site de l'INSERM. Euh, Autre outil, donc parmi la palette entre guillemets d'outils de la prévention diversifiée, le dépistage. Alors on a mis les dépistages, parce que bien évidemment, l'idée, c'est on peut faire un check global, régulier, en fonction de son exposition, en fonction de sa vie. Le tout, c'est de le faire. Et ça, c'est un grand souci en France, et c'est vraiment le cœur du problème aujourd'hui. C'est comment on fait en sorte que 30%, que pratiquement 30% des découvertes ne soient pas à un stade avancé. C'est un chiffre qui reste à peu près le même depuis quelques années. Donc, on a vraiment une politique de promotion du dépistage à faire qui est extrêmement forte et surtout rappeler les avantages du dépistage. Quand on dit les avantages, c'est qu'il y a des avantages individuels, donc pour la personne, puisque la personne, si elle voit qu'elle est séronégative, bah, ça lui permet justement d'avoir un dialogue en santé sexuelle avec la personne, la personne communautaire ou la professionnelle de santé pour parler un peu de sa prévention, de sa santé, et donc, c'est plutôt toujours chouette d'avoir ce temps de dialogue. Si elle est séropositive, elle sera mise sous traitement très rapidement. Et donc, de ce fait, elle pourra avoir une santé. Enfin, voilà, le VIH aura beaucoup moins d'incidence sur sa santé. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, les derniers chiffres montrent qu'il faut à peu près entre 3 et 4 ans et demi entre une contamination et une découverte. C'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. Donc, une des réponses qui a été introduite, c'est donc le TROD, mais il y a quand même quelques années maintenant, donc le dépistage communautaire, l'arrivée de l'autotest il y a quelques années encore, donc accessible en pharmacie, et assez récemment, euh, avec comme locomotive Paris Sans Sida, le labo sans ordre. Donc le fait de pouvoir aller dans n'importe quel laboratoire en France et de pouvoir faire un test VIH sans ordonnance, sans avance de frais. Ce qui nous permet en fait simplement d'avoir accès au dépistage un peu quand on veut, et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Donc il y a vraiment un défi qui est aujourd'hui lié à l'information,
parce qu'encore aujourd'hui, là, dans le sondage 2023 du CRIPS, je crois que c'est de mémoire, je crois que c'est 40% des personnes qui n'étaient pas au courant qu'on pouvait aller se faire tester dans n'importe quel labo de France, sans avance de frais et sans rendez-vous, et sans ordonnance aussi, bien évidemment. Donc ça, c'est un défi. Le défi de la formation, il est vraiment essentiel. Il y a aussi un autre défi qui concerne les populations les plus exposées, donc qui sont les personnes LGBTQIA+, et les personnes exilées, qui sont une régularité du dépistage, selon, en fait, là, on prend comme base les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2017, qui promeut, en fait, un dépistage tous les 3 mois pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, et tous les ans pour les personnes issues de zones à forte prévalence, pardon. Donc, il y a vraiment un défi, mais pour pouvoir se faire dépister, encore faut-il avoir accès aux soins et accès aux médecins. Quand je dis médecin, c'est pro de santé, hein, pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est un défi. L'accès aux soins, l'accès aux droits, vous le savez toutes et tous, est un défi. Autre outil extrêmement primordial, la PrEP, donc la prophylaxie pré-exposition. Euh, En un mot, la PrEP, c'est le fait de pouvoir, enfin, le fait, pardon, pour une personne séronégative exposée au VIH, donc le fait de prendre un traitement tous les jours ou à la demande pour éviter une contamination au VIH. Euh, alors la PrEP, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'elle est aujourd'hui accessible chez tout médecin. Et ça, voilà, c'est une évolution depuis pas très longtemps, enfin pas très longtemps, voilà, assez récemment, pardon, euh, qu'elle est remboursée à 100%. Donc, de ce fait, elle est accessible. Encore faut-il en pouvoir en parler, toujours pareil. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que la Haute Autorité de Santé, donc la HAS, recommande depuis 2021, donc depuis 2-3 ans, recommande aux pros de santé de parler de la PrEP à toute personne sexuellement active. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on ne vise pas forcément qu'une communauté enfin, qui était vraiment la cible au départ, qui étaient les personnes HSH, mais voilà, la HAS aujourd'hui demande aux professionnels de santé d'en parler à tout le monde et ensuite de voir si ça correspond. Mais au moins, parlons-en, informons les personnes sur l'existence de ce dispositif et ensuite on verra si ça leur convient. Aujourd'hui, le défi, il est clair, hein, c'est faire connaître ce dispositif qui n'est pas assez connu, mais qui est très accessible, et surtout le faire connaître à des personnes qui aujourd'hui, malheureusement, n'en profitent pas assez. On pense notamment aux personnes précaires, mais aussi aux femmes, puisque les femmes représentent plus de 30% des contaminations, des découvertes, pardon, de contamination en France, mais elles ne représentent que 5%, moins de 5%, pardon, des utilisatrices et utilisateurs de PrEP. Dernier outil, et pas des moindres, le TASP. Alors, le TASP, donc, on peut l'appeler comme on veut, I, TASP, traitement comme prévention pour les personnes séropositives. En fait, le principe, il est très simple, mais il est aussi simple que révolutionnaire. C'était de dire, et ça, on le sait depuis quand même très longtemps, mais malheureusement, on n'est pas encore arrivé à l'infuser dans la société, c'est qu'une personne sous traitement, une personne séropositive, pardon, sous traitement, elle ne contamine pas euh, sa ou ses partenaires grâce au traitement qui rend le virus indétectable, et donc la charge virale indétectable, pardon. C'est quelque chose qui est prouvé par de multiples études. Ça, si vous tapez enfin, voilà, sur le site des associations, du comité, du CRIPS, de l'aide, etc., vous aurez toutes les informations qu'il faut là-dessus. L'ensemble des études qui prouvent voilà, cette efficacité, donc qui n'est pas une opinion, mais qui est un fait scientifique. J'insiste dessus parce que des fois, j'ai l'impression que c'est une opinion des associations. Non, c'est simplement un fait scientifique, mais c'est un fait qui n'est malheureusement pas assez connu, puisque pareil, les derniers chiffres ont montré qu'il y avait seulement 45% des Français qui connaissaient cette bonne nouvelle, qui est, pour rappel, et un outil de prévention, et un outil pour la qualité de vie des personnes, mais aussi c'est un puissant vecteur, on a dit, de lutte contre la sérophobie. En fait, c'est un puissant vecteur pour modifier l'image de la maladie, et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on va insister dans les minutes qui viennent, parce que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement fort pour modifier l'image de la maladie qui reste encore très marquée. Vincent nous parlera discrimination, et vous verrez qu'il y a vraiment des victoires, mais aussi plein de choses à faire évoluer.
Euh, sur ces questions-là, en fait, les outils, ils existent. On voit qu'ils sont efficaces, on voit qu'ils sont diverses, donc ils peuvent être sur mesure par rapport aux personnes. On voit qu'ils sont accessibles et de plus en plus accessibles. Mais quand on parle de santé sexuelle, bah, il y a le mot parler, en fait. Donc, comment aujourd'hui on met en place, au-delà du défi d'information, le défi du dialogue? Euh, Puisque bien évidemment, dans un outil, il faut avoir une offre, il faut aussi avoir une demande. Donc c'est toute la question de comment aujourd'hui on établit un dialogue en santé sexuelle avec les personnes concernées. Alors bien évidemment, il faut mettre en avant les avancées qu'il y a eu avec les centres de santé communautaires, qui ont été plus ou moins pérennisés. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc je vous renvoie évidemment à tout ce qui est 190, checkpoint, etc., etc. Mais de manière globale, il y a comment on parle de santé sexuelle, pas forcément que de VIH, mais de santé sexuelle auprès des pros de santé, hors milieu communautaire, et qui ont quelquefois des craintes pour évoquer un peu cette thématique. Et alors, on voulait vous mettre en relief. Alors, il y a peut-être des pros de santé qui sont, qui sont en train de regarder. Donc, on voudrait leur dire que, bah, en fait, qu'ils et elles sont légitimes et attendus. Légitimes parce que une immense majorité de Français, ça c'est un sondage pareil 2023, considèrent que les pros de santé, alors quand on dit pros de santé, c'est médecins, gynéco, psy, etc., etc., sont totalement légitimes pour parler de santé sexuelle à leurs patients. Euh, mais qu'il y a seulement mais par contre, il y a 2 tiers des Français qui disent ne jamais en parler ou en parler très rarement. Donc il y a un hiatus. Et comment on comble ce hiatus? Bah, en fait, la solution qui a été mise en relief dans ce sondage, c'est qu'en fait, les Français, enfin nos concitoyens, ils souhaitent que les pros de santé leur posent des questions sur leur santé sexuelle de manière un peu automatique, comme on peut faire sur les allergies ou comme on peut faire sur le tabac. Voilà. Donc, ça ne soit pas un tabou, mais l'idée, c'est que, voilà, sachez qu'en tout cas, il y a plus de 66% des Français qui aimeraient qu'on leur pose des questions sur leur santé sexuelle de manière automatique sans qu'ils ou elles aient besoin d'en parler. Donc n'hésitez surtout pas. En tout cas, l'immense majorité des personnes attendent cela de vous. Juste pardon, on a fait un petit focus sur votre droite, sur l'écran, sur une petite formation qui est un outil de formation pour les professionnels de santé, qui est un guide qui a été écrit CRIPS plus, plus associations communautaires. Donc, il y a je crois, à peu près 8 associations d'autosupport LGBTQIA+. C'est un guide qui a été donné à l'ensemble qui a été envoyé à l'ensemble des professionnels de santé. Il est téléchargeable sur le site du CRIPS et c'est souvent un thème de formation qui revient. Donc, n'hésitez pas. On le fait pour les CPTS en Ile-de-France, mais n'hésitez pas à le télécharger. Et encore une fois, ça a été réalisé en collaboration plus qu'étroite avec les associations de personnes concernées. Donc, voilà, pour ce qui est des défis, on avait en tête donc, le défi de l'information sur les outils de la prévention, des outils pardon, de la prévention diversifiée, le défi du dialogue en santé sexuelle avec les pros de santé et sur lequel, en fait, on attend enfin, il y a une vraie légitimité, une vraie attente des personnes à parler santé sexuelle avec leurs professionnels de santé. Et en fait, il y a 2 autres gros défis. Je vais passer rapidement sur celui de l'éducation à la sexualité, parce que sur la question de la sérophobie, Vincent aura beaucoup de choses à nous dire, et qui est vraiment une question absolument essentielle. Alors, sur l'éducation et la sexualité, vous le savez, c'est une loi qui a maintenant 23 ans, voilà, qui dit très simplement les établissements donc primaires et secondaires, donc primaire, collège, lycée, ont l'obligation d'organiser 3 séances annuelles d'information et d'éducation à la sexualité. Les études sont toutes concordantes pour dire ce n'est pas fait. Alors, si ce n'était pas fait, que ça n'avait pas de conséquences, à la rigueur, bon, on pourrait se dire c'est pas très grave. Mais ça a des réelles conséquences. Et au CRIPS, entre guillemets, c'est vraiment un cœur de métier pour nous, puisque on touche à peu près entre 70 000 et 100 000 personnes par an sur cette thématique. Donc on voit bien toute notre capacité à avancer
quand on peut faire ces séances et tous les freins que ça représente quand on ne fait pas quand on ne fait pas ces séances et quand on n'outille pas les jeunes sur cette question-là. Il faut savoir que là, je renvoie justement au sondage aussi du CRIPS et ceux de SIDAction, qui ont un sondage annuel depuis 2009. Les jeunes sont demandeurs de ces séances de prévention, sont demandeurs d'être outillés, et c'est quand même dommage que la loi, parce que je rappelle quand même que nul n'est censé ignorer la loi, et c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à mettre en place ces séances. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans le caricatural. Il y a des réelles avancées depuis quelques années. Il ne faut pas non plus voir tout en noir, notamment avec bientôt, on espère en tout cas, un travail qui est fait sur un programme d'éducation et sexualité. Donc, il y a plein de choses qui sont faites, mais on aimerait que ça soit plus à hauteur, plus à hauteur. Sachant qu'encore une fois, et là on reprend les chiffres qui sont donnés, les Français estiment que pour renforcer euh, le niveau d'information sur le VIH, bah, il faut simplement, enfin le premier axe, c'est la prévention au milieu scolaire. Donc c'est pareil, aujourd'hui, on entend souvent des collectifs de parents qui sont contre l'éducation à la sexualité, mais qui sont aussi des collectifs qui sont politisés. Mais rappelons aussi que la grande majorité des Français attendent plus d'éducation à la sexualité à l'école. Et encore une fois, ne pas en faire, c'est aussi avoir une perte de chance en termes de prévention pour les jeunes. Et c'est un peu compliqué de se plaindre du manque de connaissances des jeunes tout en leur interdisant, en fait, au final, d'avoir accès aux informations. Voilà, donc ça, c'est sur la partie éducation à la sexualité. Euh, Est-ce que Vincent, tu veux enchaîner sur sur une grosse partie qui est la partie discrimination, sérophobie? Ouais, Tu me permets de bouger quelques instants. merci. Bonjour tout le monde. Donc, concernant la sérophobie, voilà, on constate depuis un certain temps, en fait, un décalage entre les aspects scientifiques et des aspects qu'on va dire plus sociaux, avec des difficultés sociales qui persistent. Voilà, Bastien l'a rappelé, il y a eu des progrès considérables sur la diminution des effets désirables, le fait qu'aujourd'hui, grâce à l'amélioration de l'efficacité des traitements, le VIH est considéré comme une maladie chronique, notamment du fait donc une personne sous traitement a une charge virale dite indétectable, et donc que le VIH devenant indétectable, il devient intransmissible. Donc voilà, il y a eu tous ces progrès, encore une fois, comme l'a expliqué Bastien, qui sont confirmés par de différentes études scientifiques. Pour autant, il y a des difficultés qui persistent. Donc, malgré cette constante amélioration des traitements, de l'espérance de vie et autres, les personnes qui vivent avec le VIH font toujours en fait l'objet de discrimination et de stigmatisation. En effet, donc dans le cadre donc d'une étude qui a été réalisée par l'association AIDS en 2016, comme vous pouvez le voir, il y a donc 30% des personnes qui vivaient avec le VIH, donc d'où l'acronyme PVVIH, ont donc déclaré qu'elles ont fait l'objet de discrimination. Or, on sait aussi donc au niveau de l'accès aux droits et puis de manière générale de l'accès aux soins, ça on en parlera juste après, et de conséquences sociales, que les discriminations renforcent en fait l'exclusion sociale ainsi que rendent plus difficile l'accès aux droits et aux soins. Euh, donc là, voilà, vous avez notamment donc, des témoignages de personnes qui vivent avec le VIH, qui sont donc tirés de travaux réalisés par AIDS et le Défenseur des droits. De manière générale, la présentation a été réalisée avec voilà, des informations qui sont tirées donc, du travail de Nucida, mais aussi de l'association Les Séropotes, et donc de l'expérience de terrain du comité des familles. Donc, ça vous montre vraiment qu'aujourd'hui, les personnes qui vivent avec le VIH ont, comme l'a expliqué Bastien, un traitement. Et donc, encore une fois, hein, je mets des guillemets en disant ça, pour la plupart des personnes qui n'ont pas de difficultés particulières
concernant leur état de santé, voilà, elles vont avoir une santé globale relativement bonne, encore une fois, pour certains cas. Il y a aussi des cas très spécifiques où il va y avoir donc des comorbidités, donc d'autres pathologies qui se surajoutent au VIH. Et donc, dans la plupart des cas, une bonne espérance de vie, une bonne santé, etc. Pour autant, voilà, il y a en fait ces conséquences au niveau social qui sont vraiment lourdes et qui au final impactent différents aspects de la vie de la personne, notamment la santé, et on verra aussi donc d'autres aspects. Euh, je vais juste arriver à ça. Vous pouvez le voir aussi ici. Donc là, c'était une étude réalisée par Onicida qui a réussi à récolter certaines données dans un certain nombre de pays. Et donc là, sur 25 des pays, on avait plus de 50% des personnes qui ont entre 15 et 49 ans qui ont des comportements discriminatoires, stigmatisants à l'égard des personnes qui vivent avec le VIH, ce qui montre encore une fois que c'est vraiment en fait un enjeu de société dans le sens où la discrimination en fait impacte, enfin la discrimination, la stigmatisation, le regard qu'on porte sur le VIH impacte la vie des personnes qui vivent avec le VIH, qu'elles soient déjà sous traitement ou même qu'elles ne soient pas sous traitement, c'est-à-dire des personnes qui seraient nouvellement diagnostiquées et pour lesquelles ça a aussi des conséquences et donc qui pourrait constituer tout un tas de freins en fait pour en parler, pour entrer en soins, etc. Donc, pour revenir sur les discriminations, donc je vais d'abord parler donc, des discriminations qui persistent avant de faire comme l'a fait Bastien, revenir sur quand même quelques victoires. Encore une fois, comme le disait Bastien, on a très peu de temps, donc je vais essayer d'être très synthétique. Je vais pas pouvoir parler de toutes les discriminations qui sont assez nombreuses dans le domaine donc, du travail, des relations sentimentales et affectives. On parle plutôt de stigmatisation ce que j'emploie le terme de discrimination au sens comme il est défini par la loi. Euh, et donc voilà, là on va se concentrer sur les discriminations donc, qui sont liées au déplacement pour les personnes qui vivent avec le VIH, ainsi que les discriminations dans le cadre médical. Donc concernant les discriminations au déplacement, il y a de nombreux pays encore, en tout cas en 2021, il y en avait 47 qui avaient adopté donc différentes restrictions pour le déplacement, en fait, l'arrivée de personnes qui vivent avec le VIH sur leur territoire. Donc des restrictions qui rentrent dans différentes catégories, parce qu'il va y avoir donc des degrés de restriction plus ou moins forts, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, avec donc une carte qui voilà, indique les différents pays avec le niveau de restriction. Et donc voilà, ça pose aussi en fait des questions, c'est-à-dire voilà, des personnes qui souhaitent voyager pour le travail, pour le loisir, le tourisme, etc. Et qui, en fait, tout simplement, parce qu'elles vivent avec le VIH, ne pourront pas, ou en tout cas, ça représentera différentes contraintes, soit dans le fait d'aller dans le pays ou d'avoir accès au traitement. Donc, voilà, il y a vraiment différentes difficultés qui sont posées à ce niveau-là. Il y a eu, par contre, effectivement, des victoires et des changements à ce niveau-là. On a notamment la loi dite Ryan White, VIH-Sida, qui a été signée par Barack Obama pour donc les personnes séropositives étrangères qui avant étaient, en tout cas, c'était inscrit dans la loi, qui était interdite d'accès aux États-Unis. Donc ça, officiellement, c'est inscrit dans la loi que voilà, toutes les personnes séropositives étrangères, donc vivant avec le VIH, peuvent entrer aux États-Unis sans restriction. Euh, enfin, le deuxième domaine qu'on voulait explorer avec vous, et je pense que c'est d'autant plus intéressant qu'il y a quand même quelques professionnels de santé qui sont parmi nous et que, de manière générale, dans le domaine de la santé sexuelle, on est amené aussi à travailler donc avec des personnes voilà, qui sont aussi dans des recherches de soins, qui sont dans un parcours de soins. Et donc, voilà, le refus de soins, qu'est-ce que c'est? C'est donc le fait pour une professionnelle de santé, en fait, de venir refuser de dispenser des soins pour une personne qui vit avec le VIH
dans les mêmes conditions qu'une personne qui n'a pas le VIH. Et donc, ça va être en fait la traiter de manière différente, de manière moins favorable, en raison donc de son état de santé. En sachant donc que l'état de santé est un des critères de discrimination listés notamment dans le code pénal, et donc que c'est une discrimination qui est interdite et sanctionnée si elle est réalisée. Parce que, comme on l'a dit en fait précédemment, au regard des données scientifiques, une personne qui vit avec le VIH, en fait, qui est sous traitement, peut être accompagnée comme n'importe quelle personne. Il n'y a pas de traitement différent à faire pour une personne qui a le VIH ou pas. Ça, on va le voir justement dans cette diapositive où on a des professionnels de santé, notamment donc des gynécologues et des dentistes. Il y a des études qui ont été faites qui ont démontré que voilà, il y a certaines professions chez lesquelles on retrouve ces discriminations, notamment donc, effectivement les dentistes et les gynécologues. Donc c'est vrai que ça peut surprendre parce qu'on se dit voilà, ce sont des professionnels de santé, ils vont avoir eu des formations sur le sujet. Les formations aujourd'hui évoluent. Déjà, il y a une évolution au niveau des formations. Nous, on travaille notamment avec des facultés de médecine, que ce soit à la Sorbonne ou à Saint-Antoine, où justement on fait des interventions pour sensibiliser les personnes, enfin, les étudiantes et étudiants en médecine, parce que ça passe aussi par ça. En fait, il y a la partie théorique qui est intégrée dans le cursus, mais il faut aussi une partie plus voilà, ramener en fait l'humain, les questions sociales et venir en fait déconstruire les stéréotypes et venir travailler en fait sur la peur souvent qu'il y a derrière parce que bah, les personnes sont informées, que ce soit les professionnels de santé ou les non-professionnels de santé. En général, les personnes, elles savent à peu près ce que c'est le VIH, mais il y a en fait cette peur et donc on va venir travailler sur cette peur pour en déconstruisant en fait les stéréotypes et en apportant des données scientifiques. Et donc, par rapport à comment est-ce que concrètement ça prend forme, c'est des professionnels de santé qui vont vous dire, voilà, je vais mettre 2 paires de gants, je suis pas formé pour le VIH, ou alors venez en fin de journée, comme ça je désinfecterai le cabinet, mais seulement après votre passage. Tout ce genre de choses qui, pour tout un tas de raisons qu'on ne pourra pas aborder ici, sont questionnables, que ce soit pour l'accompagnement des personnes qui vivent avec le VIH, mais aussi en sachant que, bah, comme l'a indiqué Bastien, il y a un certain nombre de personnes qui vivent avec le VIH, mais qui l'ignorent. Donc, en fait, voilà, appliquer un traitement différent pour les personnes qui disent, voilà, j'ai le VIH, mais ne pas l'appliquer pour les personnes qui ne le précisent pas, c'est du coup s'exposer en fait à ben, un traitement différent et du coup à une exposition au VIH si par exemple en fait le professionnel de santé décide de ne pas mettre de gants lors d'une opération ou autre. Et là je précise bien que c'est pour une personne qui n'est pas sous traitement du coup. Euh, voilà, donc ça a une importance à différentes échelles, mais donc en plus de ça, ce refus de soins va avoir des conséquences comme je l'ai évoqué précédemment, sur la retard de la prise de soins. Yannick, donc, qui a fait un témoignage après, pourra notamment vous en parler, ce qui conduit à l'aggravation parfois de l'état de santé, voire même une sortie du parcours de soins. Et aussi, une autre conséquence, c'est peut-être une méfiance envers les professionnels de santé. Donc voilà, tout un tas de conséquences qui vont avoir un impact au niveau social, mais aussi au niveau médical. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Il y a tout de même effectivement des victoires sur aussi donc, la question du refus de soins. C'est un travail qui a notamment été entrepris donc, par enfin, différentes associations, notamment les associations AIDS, les séropodes, etc. Il y a de nombreuses associations, mais je pourrais malheureusement pas toutes les citer, mais elles sont nombreuses. Euh, qui ont, vous le voyez, en fait, réalisé une affiche sur le refus de soins en partenariat avec l'assurance maladie et l'Ordre national des médecins. Et donc, cette affiche est censée être diffusée par l'Ordre et affichée dans les cabinets médicaux pour informer et sensibiliser les professionnels de santé, mais aussi les patientes et les patients pour qu'ils puissent connaître leurs droits.
Cette démarche a aussi été entreprise auprès des chirurgiens dentistes, auprès de l'ordre, pardon, des chirurgiens dentistes, mais qui a refusé de prendre part à cette démarche. Sur l'aspect médical, il y a aussi donc la question du questionnaire médical qui, pendant longtemps, était nécessaire pour remplir. Donc, on prenait en compte la question médicale pour remplir un questionnaire médical pour les demandes d'assurance d'assurance emprunteur, pardon, pour certains types de prêts très spécifiques. Et donc, jusqu'à maintenant, ce questionnaire, il était nécessaire. Et donc, les personnes devaient indiquer qu'elles avaient le VIH, encore une fois, pour les demandes d'assurance emprunteur, donc avec des prêts inférieurs à 200 000 euros et une échéance donc, du remboursement avant les 60 ans. Euh, mais donc, grâce à la mobilisation de nombreuses associations donc, que j'ai citées précédemment et donc beaucoup d'autres, Action Traitement, Rose Up, Rénalo, etc. Le travail de ces associations auprès de députés, avec des experts, etc., a abouti à l'adoption donc, de la loi du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur. Donc l'assurance emprunteur, c'est une assurance qui doit être souscrite quand une personne souhaite faire un achat immobilier, par exemple. Et donc, on a besoin en fait de souscrire à une assurance pour s'assurer que si la personne n'est plus en capacité de rembourser son emprunt, voilà, il y a cette assurance qui va pouvoir pallier à cette impossibilité de rembourser. Et donc, voilà, cette loi est venue supprimer, comme je disais, la pratique du fait de répondre à ce questionnaire et donc d'indiquer si la personne avait le VIH dans les conditions que j'ai évoquées précédemment. De même, le travail des associations a permis de réviser la grille de référence donc, du comité de suivi et de proposition d'AERAS, qui est donc un système donc, qui permet en fait aux personnes qui vivent avec certaines pathologies d'avoir accès à l'assurance, mais avec des conditions spécifiques. Et donc, jusqu'à maintenant, en fait, les personnes qui vivaient avec le VIH pouvaient se voir opposer soit un refus d'assurance, et donc ne pas, en fait, en ne pouvant pas être assurées, elles ne pouvaient pas souscrire de prêt. Les banques refusaient de leur accorder ce prêt, et donc elles ne pouvaient pas, en fait, réaliser leur projet de vie. Et le deuxième aspect, c'est si les assurances acceptaient donc de couvrir, donc de proposer une garantie, c'était avec une surprime. Une prime, c'est donc le montant en fait qu'on paye pour une assurance chaque mois, comme voilà, les personnes qui ont des assurances. Mais pour les personnes qui ont le VIH, il y avait une surprime, donc un coût supplémentaire. Et donc, grâce à ce travail, aujourd'hui, en tout cas, il est prévu que ces pratiques ne soient plus réalisées dans ce cadre-là. Donc voilà pour ce qui est de, des victoires. Encore une fois, dans ces domaines-là, il y en a d'autres, mais qu'on ne va pas pouvoir malheureusement aborder aujourd'hui. Je vais laisser maintenant Yannick Salès se présenter et faire un témoignage. Témoignage donc qui est dans le cadre d'un projet que nous avons donc, au sein du comité des familles qui s'appelle le projet Madeleine en honneur à une personne qui s'appelait Madeleine et qui a réalisé donc, des témoignages et qui a partagé son expérience de vie avec le VIH pendant de nombreuses années, qui est aujourd'hui décédée. Et donc, on a décidé de donner son nom à ce projet qu'on a au sein du comité des familles et qui permet donc à nos membres, enfin de notre association, mais comme de d'autres associations, de partager leur expérience de vie, de sensibiliser différents publics au VIH et à l'importance de l'utilisation de différents outils de prévention. Et donc, je vais laisser Yann partager son témoignage et son expérience de vie avec le VIH et justement illustrer certains des éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, notamment par exemple sur le refus de soins et sur les discriminations qu'on peut rencontrer dans différents aspects de la vie quand on vit avec le VIH. Eh bien, bonjour à tous. Je vais me présenter. Moi, je m'appelle Yannick Salès, donc je suis séropositif et président de l'association DMC Action SIDA.
qui est dans le 93. Donc moi, mon parcours est celui-là, c'est que j'ai appris donc à 18 ans ma sérologie lors d'un don du sang. Euh, Ça a été une très grosse surprise puisque c'était dans les années 80. Donc la grande surprise, c'est que quand on m'a annoncé ça, à l'époque, il faut bien remettre dans le contexte que les gens qui étaient séropositifs dans les années 80, c'était que les homosexuels et que les toxicomanes. Donc, moi, en tant qu'hétérosexuel, j'ai pas trop saisi ce qui m'arrivait, en sachant que l'annonce était un peu radicale à l'époque. C'est-à-dire que quand on m'a annoncé ça, en fait, on m'a annoncé de la façon suivante, c'était, en gros, vous avez le sida et profitez bien de votre dernier été parce que vous allez mourir. Donc, quand vous avez 18 ans, parce que moi je l'ai su à 18 ans, et en gros j'étais contaminé à l'âge de 16 ans, ma première relation sexuelle. Donc, ça met un gros choc immédiat quand on apprend ça. Et en gros, derrière, on m'a dit qu'on allait me faire rencontrer un médecin pour accéder à un traitement. Donc, j'ai vu un médecin à peu près 2 mois et demi, 3 mois après, qui m'a donné un traitement et qui, en gros, m'a posé des questions pour savoir un peu ce que ce traitement allait m'apporter. Et quels étaient les effets secondaires que je pouvais avoir par rapport à ce traitement. La seule chose qu'on m'a répondu, c'est en gros, vous prenez ça, sinon vous allez mourir. Donc voilà la réponse qu'on m'a donnée à l'époque, en sachant que je précise bien que c'était dans les années 80 et que beaucoup des médecins se retrouvaient face à une pandémie qu'ils ne connaissaient pas non plus. Donc c'était très très compliqué pour eux aussi de pouvoir adapter les traitements, en chercher, dans des traitements un peu expérimentaux qui étaient, moi j'ai connu des 15 cachets par jour, 15 abats cachets par jour. Donc quand maintenant on voit comment les traitements ont évolué par rapport à cette époque-là, à l'heure actuelle, je suis en traitement par injection. Donc c'est une injection tous les 2 mois à des dates précises. Pour nous, en tout cas, c'est une grosse avancée au niveau des traitements parce qu'on n'a plus de cachet à prendre. Donc, c'est vraiment quand même quelque chose d'agréable. Et en sachant que tous ces traitements doivent être pris à des heures précises et tout. Donc, c'est pas toujours facile comme par exemple, je suis régisseur de spectacle, donc les horaires fixes, on ne connaît pas ça du tout. Donc, pour pouvoir prendre des traitements à des heures précises, c'est très compliqué. Donc, ça nous a énormément facilité la vie. Maintenant, c'est un traitement aussi qui a une petite contrepartie des petits effets secondaires encore. Hein. C'est pas non plus le traitement, c'est pas juste un Doliprane. Donc, pendant 2 jours, moi j'ai des douleurs dans les jambes, voilà, des montées de fièvre, des choses comme ça. Mais au bout de 2 jours, voilà, tout ça rentre dans l'ordre. Et donc, mon parcours a continué que je me suis un peu retrouvé un peu tout seul face à cette maladie-là. J'ai, dès le départ, fait le chemin de l'honnêteté avec mes amis et dans mes relations amoureuses. Donc, le choix d'avoir fait ce choix-là, ce qui m'a fait que j'ai perdu en gros tous mes amis en une soirée et que mes relations amoureuses ou sentimentales sont devenues de plus en plus compliquées parce que il y a des gens que ça ne dérange pas, mais que le lendemain, vous ne revoyez pas. Et après, vous avez des gens à qui vous le dites et qui vous tournent le dos immédiatement et qui s'en vont sans même dire un mot. Donc voilà, c'était ce genre de choses dans lequel je me suis retrouvé. J'ai dû même changer de métier parce qu'à l'époque, je travaillais dans la restauration et vu ce que j'entendais par mes collègues sur les gens séropositifs et les gens qui avaient le sida, c'est devenait strictement plus possible à entendre au quotidien. Donc j'ai dû changer de métier et suite à tout ça, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes dont leur fils était séropositif aussi et qui m'ont mis en contact avec le professeur Sherman, donc, qui avait travaillé pour l'Institut Pasteur, qui s'était délocalisé sur Marseille, qui en gros m'a redonné l'espoir de vie, je vais dire. Parce que quand je suis ressorti du bureau et qu'on m'a dit vous allez mourir, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant et vous ne pourrez en gros jamais avoir une vie comme tout le monde. À 18 ans, on se dit quelle vie on a et quelle vie on a derrière. À part, donc c'était, moi je profitais de la vie à 200% en me disant, vu le peu de temps qui me reste, faut que j'en profite le plus possible.
Et en rencontrant en fait ce professeur qui, lui, travaillait depuis des années sur la recherche sur le sida, donc m'a donné des espoirs en me disant que non, j'allais pas mourir, que j'allais pouvoir continuer à vivre, que les traitements allaient s'améliorer et que les traitements que j'avais euh, allaient faire que j'allais pouvoir continuer à vivre longtemps. Et lui travaillait déjà sur justement des recherches pour les gens qui étaient séropositifs pour qu'ils puissent avoir des enfants séronégatifs. Donc à l'époque, ça faisait rire beaucoup de monde. Après, ceux qui rigolaient à l'époque, on rigolait beaucoup moins quand on a pu tous, dont moi, avoir des enfants. Moi, j'ai une fille qui a 14 ans qui est séronégative totalement. Donc, j'ai pu avoir par insémination, en fait, alors, en fait, maintenant, on n'est plus obligé de passer par ça, mais à l'époque, c'était un peu le choix qu'on avait. Donc, c'était insémination avec ce qu'on appelle lavage de sperme. En gros, on récupérait les spermatozoïdes sains et on éliminait en gros ceux qui étaient malades et on inséminait que les spermatozoïdes sains. Ce qui, moi, m'a permis d'avoir ma fille. Et il me donnait beaucoup d'espoir de continuer à vivre et de me battre, parce que ça n'a pas été toujours facile au quotidien. Et quand on parle de discrimination, moi, c'est des choses que j'ai rencontrées auprès de certains de mes collègues, parce que j'ai fait le choix de témoigner visage découvert dans beaucoup de magazines et des magazines aussi qui sortent sur la commune où j'habite. Donc, j'ai des collègues au bout de 5 ans ou 6 ans, même 7 ans, avec qui je discutais, qui me serraient la main quotidiennement, qui ont découvert dans des magazines que j'étais séropositif. Du jour au lendemain, on ne me serre plus la main et quand on peut m'éviter, on m'évite. Voilà, ça, c'est le genre de discrimination qu'on peut rencontrer au quotidien sur les discriminations. Après, tout ce qui est dans le milieu médical, moi, je l'ai rencontré chez les dentistes. J'ai eu l'expérience avec une dentiste qui a, en gros, quand je lui ai annoncé, elle m'a demandé, mais ouais, non, c'est passé exactement comme ça. J'y allais pour faire des soins. Elle a commencé à me faire par un détartrage des dents. Après, elle me pose la question de mes problèmes de santé. Donc, je lui dis que je suis séropositif, que je suis en charge indétectable, que je suis suivi depuis de nombreuses années. J'ai senti déjà que les soins commençaient à changer parce qu'ils étaient plus du tout agréables. Même, c'était vraiment très douloureux. Donc, je lui ai demandé d'arrêter le soin qu'elle était en train de me faire. Et en gros, j'avais une extraction de dents à faire et elle a refusé de me faire cette extraction de dents tant que je n'aurais pas fourni tous mes examens. Donc, j'ai un peu tiqué sur la chose et lui ai dit qu'il lui ai fait comprendre que je n'avais rien du tout à lui fournir et que toutes les informations qu'elle devait avoir, elle les avait. À l'heure actuelle, cette extraction de dents n'est toujours pas faite parce que ce médecin refuse toujours de me soigner. Et j'ai soumis, en fait, parce que c'est un centre médical de santé municipal, donc j'ai rencontré l'adjointe à la santé qui m'a dit qu'elle allait s'en occuper, que tout allait être fait, que ce n'était pas normal. Sauf qu'à l'heure actuelle, cette personne-là est toujours en fonction, travaille toujours et n'a eu aucune sanction. La seule excuse qu'elle a pu trouver, c'est je souhaitais mettre le meilleur protocole de soins pour ce monsieur en place. Sauf qu'il n'existe aucun protocole de soins, donc j'aimerais bien qu'elle m'explique quel protocole de soins elle souhaitait mettre en place, parce que moi, je ne le connais pas. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on peut rencontrer encore régulièrement au quotidien dans les vies comme comme on le disait tout à l'heure, le milieu de la santé a énormément évolué, mais le milieu sociétaire, c'est pas encore vraiment au top. On voit les choses un peu commencer à avancer. On voit qu'il y a quand même des choses qui évoluent par rapport au début de la maladie. Moi qui fais des témoignages beaucoup dans des lycées, je le vois quand on fait des témoignages, des fois on leur pose la question, est-ce que ça vous pose problème d'avoir des amis séropositifs? On voit que ça pose de moins en moins de problèmes. Après, on leur pose la question et d'avoir une relation amoureuse. On ne parle pas de relation sexuelle, simplement une relation amoureuse. C'est à peu près un quart d'un amphi qui va lever la main. Nous, personnellement, ça peut paraître peu, mais nous, on est très contents de ça parce que moi, à l'époque où j'ai commencé mes témoignages, c'était zéro qui levait la main. Donc, on voit que les choses commencent quand même à avancer. Après, dans mon parcours, moi, de vie maintenant, je travaille avec des collègues qui sont
courant de ma maladie et ça se passe plutôt, dans le service en tout cas où je suis, ça se passe plutôt bien. Et c'est même certains qui m'encouragent à me battre et à continuer à me battre pour mon association et tout ce qu'on peut faire sur la ville. Donc, c'est plutôt encourageant. Et, parce que le parcours a été très, 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 très compliqué tout au long de ces années. Donc, il a fallu. Les périodes de solitude, et c'est quelque chose que on connaît bien, parce qu'on se retrouve à perdre tous ses amis, à perdre toutes les bases de vie, en fait, qu'on a tout à chacun dans notre vie au quotidien. Donc, tout s'effondre en une soirée, donc c'est assez difficile. Moi, je me suis retranché dans deux passions que j'avais à l'heure actuelle, qui étaient à l'époque, qui étaient la musique et la danse, qui m'ont permis de tenir le choc parce que c'était des moments où c'est que ça m'a permis de me retrouver et puis de pouvoir se vider la tête et de ne pas penser à ça du tout. Maintenant, je dirais que c'est devenu plus une compagne de vie parce que, comme on dit souvent, c'est un peu comme la personne avec laquelle on a peut-être passé le plus de temps dans notre vie, cette maladie. Donc, c'est devenu vraiment une compagne de vie. Et puis, moi, dès le départ, en fait, le choix que j'ai fait dès que j'ai eu ma maladie, c'est de jamais me laisser abattre. Donc, j'ai une maman qui a une force de caractère énorme aussi, parce qu'il y a eu des énormes problèmes de santé, et elle m'a transmis ça, c'est cette force de caractère face aux difficultés. Et à l'époque où j'ai eu ma maladie, j'avais mis un rite en place que je continue à faire, c'est-à-dire que tous les matins, quand je vais dans ma salle de bain et que je regarde mon miroir, et je m'imagine la maladie au fond du miroir, et en gros, tous les matins, je lui dis, bah, tu vois, c'est une journée de plus que j'ai gagnée sur toi, et je ne te laisserai pas gagner. Et il n'y a aucune chance que je la laisse gagner, parce que je ferai tout pour être toujours plus fort qu'elle. Et, voilà. Et ça, c'est voilà, ce qui m'aide à tenir à l'heure actuelle, c'est ça, c'est cette force de caractère par rapport à cette maladie. Ma fille aussi qui m'aide beaucoup. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu dès le début de la maladie, ce qui n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là. Et tout ça m'aide à tenir. Et puis le fait de pouvoir témoigner, d'avoir mon association et de pouvoir aussi avoir des échanges, parce que comme je dis souvent, quand on va dans des lycées ou des choses comme ça, oui, nous, on vient témoigner, donc on essaie d'apporter quelque chose aux jeunes. Mais en fait, en échange, les gens ne se rendent pas compte, mais eux nous apportent autant que nous, on leur apporte, en fait. Parce qu'on a des retours, des fois, de jeunes qui sont tellement touchants et tellement, qui nous donnent cette force de continuer. Moi, j'ai eu un petit exemple comme ça d'un témoignage dans un lycée où j'expliquais qu'à l'époque où j'ai eu ma maladie, les gens ne voulaient même plus me serrer la main. Et j'ai eu 5 jeunes qui sont descendus de cette tribune à la fin du témoignage et qui m'ont dit, on voudrait vous remercier pour votre témoignage et la seule chose qu'on souhaiterait, c'est de vous serrer la main avant de partir. Donc, ça peut paraître pas grand-chose, mais pour nous, en fait, c'est vraiment très, très touchant parce qu'on se dit, bah voilà, ils ont compris des choses et que le témoignage a servi à quelque chose. Et, c'est vraiment important. Et je pense que à l'heure actuelle, quand on a le moindre doute, le moindre risque, c'est vraiment se dépister parce que moi, ma contamination s'est faite que c'était une amour de vacances. J'ai été contaminé par cette fille qui elle-même était contaminée mais ne le savait pas. Donc, elle avait vécu avec quelqu'un qui était un ancien toxicomane qui lui avait donc, ils s'entendent, ça se passait bien entre eux. Ils ont voulu faire un test pour savoir où ils en étaient tous les deux par rapport à leur sérologie. Elle l'a fait consciencieusement et sérieusement. Lui, il l'a fait non consciencieusement et non sérieusement. Donc, il a fait un faux test et a contaminé sa compagne. Et sa compagne qui s'était séparée de lui quelques temps avant, on s'est rencontrés l'été et elle m'a contaminé moi. Donc, et au final, c'est que quand moi j'ai appris ma maladie, c'est moi qui ai appris donc, cette fille qu'elle était séropositive. En fait. C'est moi qui lui ai appris sa sérologie. Donc, en plus de vivre la mienne, j'ai dû l'aider, elle aussi, et l'accompagner pour qu'elle puisse faire son chemin de soins et ainsi de suite. Et à l'heure actuelle, on est toujours très très proches et des très très bons amis.
Et on évolue chacun dans notre sérologie et chacun de notre côté en se donnant de la force mutuellement. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Pardon, excusez-moi, je prends juste. Hop. Merci beaucoup. Moi, je m'associe au remerciement de Vincent aussi, parce que le témoignage est toujours très fort et ça renvoie. Alors après, ça n'a pas les mêmes forces que le témoignage, bien évidemment, mais c'est les études qu'on a. Malheureusement, bon, il n'y a pas besoin de rajouter un témoignage, hein, mais elles disent toutes la question de la solitude, la question de la discrimination, la question Là, j'ai un exemple qui m'avait touché lors d'une enquête il y a 2 ans. C'est 35% des parents seraient mal à l'aise si la personne qui garde leur enfant était séropositif. Euh, en 2021, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est pas, on connaît la maladie, on connaît les facteurs, etc. Donc voilà, on est vraiment sur des hauteurs de discrimination qui sont toujours très fortes. Et tout l'enjeu, enfin, un des enjeux, enfin, vous l'avez dit tous les deux, casser l'image de la maladie et donner les enjeux actuels, les enjeux scientifiques, et non pas se baser sur des préjugés. Euh, on a une vingtaine de minutes pour évoquer les questions. Pardon. Euh, déjà, un grand merci à Emma, à Carolina, que vous ne voyez pas à l'écran, mais un grand merci à la com, et maintenant, et en amont de cette préparation. Un grand merci à vous deux. Alors, on ne va pas hiérarchiser forcément les questions, hein, mais on va les prendre un peu comme elles sont. Euh, alors, après, chacun peut répondre comme il le souhaite, hein, mais là, c'est d'abord des questions qui sont liées plus ou moins à la question de la plutôt prévention. Est-il possible de faire un dépistage en labo de manière anonyme en Cégide, dans ces cas-là? En Cégide, très simplement, c'est-à-dire que l'avantage du Cégide, c'est que vous ferez un check un peu global où l'anonymat sera OK. Et donc en Cégide, sachant que la carte des Cégides, c'est simple, hein, c'est notamment, et pas que, mais sur le site de Cydinfo Service, où vous avez euh, en plus évidemment des adresses, les transports et les heures d'ouverture. Et si c'est sans rendez-vous, avec rendez-vous, donc n'hésitez surtout pas. Et ça rejoint la seconde question qui était est-ce que dans le labo sans ordo, donc en labo, est-ce qu'on fait juste pour le VIH et aussi pour les autres IST? Alors, à mon niveau de connaissance, mais vous me direz, etc., il était en effet question, il est toujours question que ça soit ouvert aux autres IST, sauf que aux dernières nouvelles avec l'ARS, c'était en traitement. On attendait le décret. Mais ça arrive sous peu et ça sera une très bonne chose, vu les derniers chiffres IST qui sont sortis, de pouvoir faire un check un peu global et pas seulement faire un check VIH, qui est déjà une très bonne chose en fonction de son exposition, toujours pareil. Et si on a un doute, on le fait. Je rappelle que c'est bête, hein, mais pour les gens qui ont peur des piqûres comme moi, ça ne fait pas mal un test. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Il n'y a pas de contre-indication, il ne faut pas être à jeun, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à le faire aussi souvent que nécessaire, aussi souvent que vous le souhaitez. Il y a des laboratoires qui commencent à le mettre en place. Ouais. Ouais, parce que moi, dans le laboratoire où je suis suivi sur Paris, on peut faire, moi, ils vont faire récemment un check sur toutes les IST complètes. Donc, certains laboratoires commencent à mettre ça en place, on commence à le trouver. Il y avait des questions sur la discrimination également. Euh, Alors, euh, alors je ne les choisis pas, mais c'est plus que je regarde leur passé. C'est pour ça que je choisis celles où on a peut-être plus de choses à dire, notamment sur les pros de santé, sur la question de la formation, la question de la formation des professionnels de santé, la question aussi des refus de soins, comment on pouvait agir face aux refus de soins. Euh, sur la formation, est-ce que vous voulez en dire quelque chose ou je me lance comme vous voulez. Oui, enfin, éventuellement, je peux revenir dessus. Alors, je vais pas avoir une connaissance exhaustive là-dessus, mais nous, on travaille notamment ces derniers temps avec des étudiantes et des étudiants en médecine, donc de la fac donc, qui sont à la Sorbonne ou à Saint-Antoine, en tout cas pour leurs internats et externats. Et donc, voilà, aujourd'hui, en tout cas, ils ont un programme avec une partie de leur cours sur le VIH
À Saint-Antoine, il y a aussi donc une intervention qui est prévue en début d'année et justement pour les sensibiliser sur le VIH. Et donc ça, c'est un projet aussi auquel nous, on va commencer à participer à partir de 2024. Mais voilà, du coup, on met en place, en tout cas nous, au sein de l'association, ce genre d'intervention. Mais voilà, on sait que, et vous l'avez vu avec les chiffres en fait, que voilà, les comportements discriminatoires, enfin discriminants, pardon, sont quand même très présents chez ces professionnels. Donc, c'est des professionnels voilà, qui ont eu leur formation il y a déjà a priori plusieurs dizaines d'années. Donc, aujourd'hui, ça tend en tout cas à s'améliorer. Après, voilà, on est une association avec des moyens logistiques et humains qui sont quand même bah voilà, juste à la hauteur d'une association. Mais il faudrait pouvoir intervenir de manière beaucoup plus large pour sensibiliser le plus de personnes possible. Pardon, je complète juste, en fait, je rebondis sur ce que tu dis, parce que je sais qu'au CRIPS, on intervient souvent auprès des services sanitaires. Alors, évidemment, pas du tout uniquement sur la question VIH, un peu de manière très large, auprès des IFSI aussi, en formation initiale, auprès des infirmiers et infirmières. Et c'est vrai que on a l'impression, alors c'est peut-être une impression, c'est pas corroboré par des différentes datas, mais que cette jeune génération, elle peut s'intéresser à la question de la santé sexuelle de manière inclusive. Elle a envie de le faire. Euh, donc c'est plutôt intéressant parce que ça sera peut-être une prévention qui sera peut-être moins axée pathologie, mais axée vraiment parcours, enfin, sur mesure en effet. Je prends l'exemple de personnes LGBTQIA+, etc. Et là, c'est peut-être un axe sur lequel on peut appuyer, d'autant que là, pour reprendre la profession infirmière, il y a la délégation de compétences qui est en cours dans certains départements, notamment le 91, où les infirmières auront beaucoup plus d'actes possibles en santé sexuelle. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Il y a la formation initiale, la formation continue. Je rebondis aussi sur la question des CPTS, les communautés professionnelles sur les territoires de santé. Alors, ce n'est pas exactement ce que veut dire la CPTS, mais c'est ce que ça signifie en gros. Où on voit, quand on intervient, que ce soit au CRIPS ou d'autres, hein, évidemment, qu'il y a une volonté de travailler ces questions-là, mais qui a toujours l'envie d'avoir des solutions. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire, bon, bah, OK, on comprend l'intérêt d'y aller, on comprend l'intérêt de poser des questions, mais on ne sait pas comment le faire. Donc, il y a un vrai intérêt à travailler la formation initiale et continue, mais aussi à travailler avec les acteurs. C'est-à-dire que, par exemple, quand une ou un médecin fait un travail avec une personne, il ou elle doit savoir, entre guillemets, que le comité des familles existe et que elle peut renvoyer la personne vers le comité. Donc, c'est un travail aussi de réseautage. Et c'est pour ça que c'est intéressant que les assos fassent partie de plein de réseaux qui ne soient pas forcément des réseaux VIH, mais qui soient des réseaux de santé. Je prends l'exemple des Corévis aujourd'hui, qui ont une mission territoriale, qui peuvent être des supports à tout ça. Voilà, mais il y a quand même du travail, soyons clairs. Enfin, il y a quand même du travail à faire, notamment en termes de counseling, en termes de posture. Il faudra que les pros de santé soient soit formés, soit mieux formés, soit formés de manière continue à la question du counseling. C'est extrêmement important en tant qu'usager, usagère. Et là, moi, j'ai pas les chiffres en tête de manière extrêmement précise, mais il y avait cette enquête sur le fait pour une personne LGBTQIA+, de dire son orientation ou son identité lors de consultation. Et je crois que c'était pratiquement 50% qui ne le disaient pas. Et ce qui avait ensuite un problème, puisque la personne, elle n'avait pas accès à des dispositifs de santé sexuelle adaptés à sa situation. Donc, en effet, la formation, elle est pour l'instant insuffisante, et elle est insuffisante et elle a des conséquences. Donc, oui, en effet, il y a un boulot à faire, mais bon, on va avancer. C'est bon. C'est donc, voilà, exactement. Sur la question des restrictions, dont tu as parlé, Vincent, sur la question des restrictions, il y avait une question sur est-ce qu'il y avait une source? Est-ce que c'était sur Onicida ou sur l'idée étant de voir un petit peu d'où ça venait? Euh,
Tout à fait. Je vais vous retrouver les noms pour pas vous dire de bêtises. Effectivement, ONU-SIDA a travaillé sur cette question à travers différents rapports. Et vous avez notamment le site Travel Restriction, je vais le dire en français, euh, de UNAIDS. Je ne sais pas si on pourra Voilà, parfait. Qui vous montre du coup en fait la carte que j'avais mis en capture d'écran sur le PowerPoint. Et en fait, vous pouvez sélectionner pour voir les différents pays et les différents niveaux de restriction. Et effectivement, de manière générale, hein, comme je le disais au début, la présentation qui a été faite, en tout cas pour celle que j'ai faite, c'était notamment tiré donc, des travaux de ONU-SIDA, du travail aussi que j'avais réalisé moi auparavant avec les séropodes sur la question de la discrimination et de l'expérience de terrain du comité des familles. Moi, je me permets de rebondir parce que tu as parlé du cas États-Unis. Mhm. Alors, c'est pas dans les questions, mais moi, c'est juste une remarque, parce que c'est quand même toujours, quand on en parlait, un sujet d'étonnement, se dire que jusqu'en 2011-2012, ça avait quand même que 10 ans, une personne, elle n'avait pas le droit d'entrer, enfin, je vais prendre New York, elle n'avait pas le droit d'aller à New York, une personne sur pardon. Et c'est vrai qu'on se dit, mais comment c'est possible enfin, ça ne fait que 10 ans qu'une personne scientifique a le droit d'entrer aux États-Unis pour aller en vacances. Mhm. Évidemment, si elle ne veut pas avoir d'être expulsée, bon. Alors après, effectivement, bon, je vais pas pouvoir rentrer dans les détails. C'est propre en fait à chaque pays. Il va y avoir des législations, des restrictions, etc. On sait que dans certains pays, parfois, c'est pas forcément appliqué pour tout un tas de raisons. Il faut d'abord avoir connaissance du statut de la personne. Il faut pouvoir matériellement avoir aussi les ressources humaines en fait pour avoir toutes ces informations et autres. Donc c'est vrai qu'il y a des restrictions. C'est pas pour autant que toutes les personnes qui ont le VIH en fait ne peuvent pas Oui. entrer dans ces pays. Et puis après, il y a le choix aussi, tout simplement parfois pour les personnes, de ne pas indiquer leur statut, voilà, s'arranger au niveau de leur traitement pour pouvoir continuer à le suivre. Parce que comme je disais, parfois dans certains pays, les personnes ne peuvent pas venir avec leur traitement. Donc il y a des personnes qui le cachent, des personnes qui ne vont pas le prendre pendant un certain laps de temps. Voilà, il y a tout un tas de techniques qui malheureusement viennent pallier à ça. Il y Est-ce a- que nous avons d'autres questions? oui. Hmm. Il y avait une question, pardon, sur PrEP et mineurs, enfin, pardon, sur accessibilité de la PrEP pour les mineurs. Euh, Pardon, excusez-moi. Et là, la PrEP alors, pardon, je me permets, la PrEP est autorisée donc, pour les mineurs de plus de 15 ans. Alors évidemment, il y a la question de l'anonymat qui va se poser. Et là, je suis en train de regarder en même temps pour ne pas dire de bêtises, parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, à faire. Donc oui, c'est autorisé. Ce que je vous propose, c'est que je vous donne la réponse aux personnes qui ont posé la question d'ici 5 minutes pour juste vérifier une information sur comment aujourd'hui la PrEP peut ne pas apparaître sur les relevés de Sécu, puisque même si c'est pas marqué PrEP, c'est qu'il y a quand même marqué des actes. Donc je vous donne la réponse dans 5 minutes. Dans tous les cas, nous on trouve qu'il est toujours intéressant en fait d'orienter les personnes vers des centres de santé sexuelle, vers les CJ, où là voilà les infectiologues, enfin l'ensemble de l'équipe en fait aura aussi réponse à toutes ces questions plus spécifiques sur les traitements, sur l'accès, etc. Et ensuite en fait qui verront si en fait avec la personne c'est adapté effectivement à son besoin, à sa sexualité. Donc voilà, ça reste toujours intéressant en fait dans tous les cas d'orienter euh, vers ces structures où la personne aura accès en fait à toutes les informations, à un accompagnement qui sera adapté et où on pourra répondre à toutes ces questions de manière plus précise. Il y avait une question sur les groupes d'autosupport aussi. Pardon, enfin, sur quelle aide on peut apporter aux jeunes sur cette question-là. Alors, je pense que les personnes qui posent la question parlaient des jeunes vivant avec le VIH ou des jeunes séroconcernés, c'est-à-dire en situation d'exposition. On va peut-être prendre les deux questions, on va faire.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui des dispositifs où une personne ou un jeune qui vit avec le VIH peut en parler de manière safe euh, Enfin, je sais pas après si tu avais, je voulais rajouter. Ok. Une des possibilités, c'est notamment d'appeler SIDA Info Service, où là, on peut les contacter via leur plateforme téléphonique de manière anonyme et gratuite sur une plage horaire assez large. Donc ça, c'est déjà un très bon outil. Puis après, ça va être auprès des structures. Donc nous, après, on propose un accompagnement pour les personnes qui vivent avec le VIH, tout un tas d'activités et de sorties pour justement que les personnes puissent échanger dans un cadre, en tout cas, voilà, où elles savent qu'elles ne seront pas jugées et stigmatisées par rapport à leur état de santé. Voilà, il y a plein d'autres dispositifs qui existent, mais pour l'instant, je vais m'arrêter là-dessus pour laisser la place la parole à vous. Oui, c'est justement ce que j'allais dire. Après, se rapprocher aussi de toutes les structures d'associations de prévention qu'il peut y avoir sur les communes où ici habiter. Parce que beaucoup d'associations en fait, sont mises justement à faire de l'accompagnement et à prendre un peu de suivi pour les gens, les jeunes séropositifs. Donc, faut vraiment pas hésiter à venir nous voir. Et puis, voilà, il y a vraiment des gens qui seront passés par les mêmes étapes, donc qui pourront conseiller, qui pourront accompagner, qui pourront réconforter. Et puis, dans le début de la maladie, quand on parle souvent de la maladie, mais aussi les associations aident beaucoup aussi à l'acceptation de la maladie, parce qu'avant quand on a sa maladie, il faut déjà l'accepter. C'est pas toujours ce qui est le plus facile. Et on se rend compte qu'il nous, en tant que dans les associations, on a des gens qui mettent plus d'un an, un an et demi, voire des fois 2 ans avant d'accepter réellement leur maladie, de pouvoir vivre avec et de pouvoir avoir une vie bien un peu comme tout le monde. Pardon, je prends une question de moi-même parce que je pense qu'elle est, enfin, on l'a beaucoup entendu dans les discussions privées que je peux aussi avoir. Est-ce qu'il faut dire qu'on est séropositif? Après, ça, c'est un choix. Après, je dirais ça, c'est un choix. Moi, j'ai fait ce choix-là et beaucoup des gens, en fait, ont fait le choix d'en parler. Euh, j'ai un peu la même réaction chez beaucoup de personnes qui acceptent d'en parler et qui disent, voilà, si nous, on doit se cacher de notre maladie et ne pas le dire, comment sur des années, on finira par nous accepter. Et donc souvent, les gens qui font ce choix-là, en fait, c'est de dire, ben voilà, on a cette maladie, et on peut être accepté avec cette maladie et on n'a pas de raison de s'en cacher, comme, comme n'importe quelle autre maladie, quelqu'un qui a le cancer, on ne va pas se cacher, dire, j'ai le cancer, voilà. Donc, C'est juste une petite précision pour revenir sur l'accessibilité des ressources et l'accompagnement tout à l'heure. Une personne qui pose la question en milieu rural, les crédits ne sont pas forcément accessibles. Est-ce que vous avez des ressources particulières à transmettre? Alors après, ça dépend qu'est-ce qui est recherché. Si c'est, enfin, on peut avoir des ressources dématérialisées, comme je le disais, en contactant SIDA Info Service, qui en plus, comme là, il y a un contact humain direct, il va pouvoir rediriger plus facilement et répondre à différents questionnements et donc orienter en fait les personnes. Ça peut être intéressant au moins plutôt, parce qu'on peut après aller sur Internet, chercher, etc. Mais c'est vrai que quand on est dans une situation de stress et de doute, ça peut être rassurant d'en parler directement à une personne qui va pouvoir chercher directement l'information et nous orienter. Et donc ensuite, après, voilà, de manière générale, c'est ce qui est proposé, c'est d'aller vers un CJ, un centre de santé sexuelle, les associations. Malheureusement, voilà, on ne connaît pas toutes les associations et les centres de santé sexuelle au niveau national, mais c'est ce qui sera recommandé de manière générale. Les associations qui font de la prévention, qui travaillent spécifiquement dans le domaine de la santé sexuelle, il y en a quand même aussi beaucoup au niveau national, et donc vont être des ressources, soit pour réorienter la personne, soit après pour proposer des activités, mais aussi donc des ressources physiques comme des brochures, des flyers, etc., que vous pouvez notamment retrouver donc au CRIPS avec, je te laisse peut-être les présenter.
C'est sur le. Pardon, je ne sais pas sur quelle caméra. Ah, vous les voyez bien? Pardon. En fait, c'est plein de brochures, de livrets qui sont adaptés soit aux professionnels, soit aux jeunes comme celle-ci, que vous pouvez retrouver en téléchargement sur le site du CRIPS. Il y a aussi des dossiers documentaires, donc n'hésitez pas. Alors, je suis vraiment navré, mais on n'a pas pu prendre toutes les questions, mais l'ensemble des réponses sont sur les dossiers doc du CRIPS. Et alors, après, vous avez aussi d'autres infos sur d'autres sites, mais n'hésitez pas parce ils sont vraiment réactualisés assez rapidement. Vous avez aussi une page Nous rejoindre. Vous avez donc l'ensemble des réseaux sociaux des trois associations. Donc, n'hésitez pas. Notamment, là, il y a une partie newsletter en bas qui est la newsletter du CRIPS. N'hésitez pas à aller voir l'ensemble des réseaux des associations. Euh, et voilà, juste sur le site du CRIPS, il y a également la partie Animatech. Alors, je sais qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont peut-être hors Île-de-France dans ce webinaire. Sachez que vous pouvez télécharger les fiches outils et les outils assez facilement et que c'est facilement reproductible, c'est comme ça qu'on dit. Bon, c'est facile à faire sur une imprimante A4, A3, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et le mot de la fin, il est très simple puisqu'il est 11h59. C'est remercier les deux intervenants, Yannick, Vincent, remercier la com du CRIPS chez nous et vous remercier et nous dire que on espère que vous avez eu plein d'infos. On sait que c'est un panorama, ce n'est qu'un panorama, mais n'hésitons pas à s'informer, à aller toujours plus loin et à être, pour reprendre le slogan de cette publication, être un bon allié dans la lutte contre le VIH-Sida. Merci à vous. Merci à vous aussi. Et puis, comme le disait Bastien, n'hésitez pas après à contacter soit DMC Action SIDA, le comité des familles, le CRIPS. Nous aussi, voilà, on peut mettre en place des actions si besoin, notamment des actions de témoignage comme celle que vient de faire, comme le témoignage que vient de faire Yannick. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et merci beaucoup au CRIPS pour cette invitation. Merci à vous tous. Et puis, oui, n'hésitez pas à nous contacter et on sera totalement à disposition pour vous renseigner le plus possible. Voilà. Bonne journée à tous et toutes. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.